Bonjour tout le monde. Donc on commence un nouveau chapitre sur les ondes toujours et on va voir justement, c'est un chapitre qu'on va voir en deux fois, en deux parties. Donc, le chapitre 9. Première partie, ça va être les diffractions et deuxième partie, ça va être les interférences. Donc diffraction interférence, ça se ressemble beaucoup. On verra en quoi ça se ressemble et en quoi est-ce que c'est différent. Donc qu'est-ce qu'une diffraction? Ben, on voit ici des figures de diffraction, ici et ici. Et là, en fait, vous voyez que quand on fait passer de la lumière, ça peut être de la lumière ou ça peut être n'importe quoi, hein. Tant que c'est une onde, que ce soit une onde électromagnétique comme de la lumière, que ce soit une onde mécanique comme un caillou qu'on fait tomber dans l'eau, ou que ce soit à la surface de l'eau, pardon, ou que ce soit une onde sonore, la diffraction et les interférences fonctionnent pour tout type d'onde. Donc, on va prendre souvent l'exemple de la lumière parce que c'est ce qui nous permet de mieux appréhender les choses, parce on le voit avec nos yeux. Donc si on fait passer de la lumière à travers ce trou-là, on s'attend normalement à avoir un cercle lumineux ici. Or, c'est pas ce qui se passe si le trou est assez petit. Si le trou est très petit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ça. Donc une tache lumineuse au centre, ensuite plus de lumière du tout, ensuite un anneau lumineux, ensuite plus de lumière, ensuite un anneau lumineux, etc. Mais les anneaux lumineux sont de moins en moins lumineux. Là, on ne le voit pas très bien, mais je vous montrerai des images où on voit que c'est de moins en moins lumineux. Et on va essayer d'expliquer justement quel est ce phénomène. Donc la diffraction, ça c'est une définition que vous devez connaître, c'est un phénomène au cours duquel une onde qui rencontre un obstacle, donc cet obstacle ça peut être un cheveu, ça peut être un fil de pêche, ça peut être, en tout cas c'est un obstacle assez fin pour la lumière. Par contre pour une onde sonore ou pour une onde d'autres types d'ondes, ça peut être un obstacle plus grand, comme une montagne par exemple, etc. Tout dépend de l'onde, on verra ça tout à l'heure. Donc il faut en tout cas que cette onde rencontre un obstacle ou un trou, une ouverture. Mais pour qu'il y ait diffraction, il faut que cet obstacle ou cette ouverture ait un ordre de grandeur qui soit du même ordre de grandeur que sa longueur d'onde. Et si on a un obstacle ou une ouverture qui est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde, alors la lumière va changer de direction. L'onde va changer de direction en conservant sa célérité, donc sa vitesse, sa longueur d'onde et sa fréquence. Ils vont rester les mêmes. Par contre, elle va changer de direction. Exemple, c'est ce que vous voyez, on verra tout à l'heure une image. Vous avez une onde, ici, imaginez que ce soit de l'eau, avec des vagues. Et imaginez ici que ce soit un mur. Là, on a un mur, ici, on a encore un mur, et là, on a une ouverture. Donc, on voit que la longueur d'onde, ici, comment est-ce qu'on la connaît? La longueur d'onde, c'est la longueur entre deux centres de bande bleue, par exemple. Ou alors deux centres des bandes noires, peu importe. En tout cas, ça a une certaine longueur. Et vous voyez que l'ouverture, c'est à peu près du même ordre de grandeur. Donc, comme c'est du même ordre de grandeur, on aura forcément une diffraction qui va se passer. Diffraction, c'est quoi? C'est que quand ça va traverser ce trou-là, cette ouverture, ben, ce qui va se passer, c'est que l'onde va changer de direction. Donc au lieu d'être plane ici, elle va devenir circulaire. Donc ça change de direction. Donc ça va aller dans tous les sens. Euh, la même chose ici. Ici, c'est ce que vous avez de façon générale. Donc ça, c'est mieux de le connaître. Donc si c'est ce que vous allez voir en TP, c'est ce que vous avez vu en TP, je ne sais plus. Donc on envoie un laser à travers une fente. Si cette fente est assez fine pour être à peu près de même ordre de grandeur que la longueur d'onde du laser, à peu près, hein, dans ce cas-là, la lumière va changer de direction. Et au lieu de passer de tout droit, ici, elle va, elle va se scinder en plusieurs tâches, dont une qu'on appelle la tâche centrale qui a une certaine longueur, une certaine largeur, pardon. Et cette tâche-là, c'est ce qu'on voit ici, la tâche centrale. Et ici, on a des tâches latérales. Donc là, il y a de la lumière, là, il n'y a plus de lumière. Il y a de la lumière, il n'y a plus de lumière. De la lumière, plus de lumière. Quand il n'y a plus de lumière, on appelle ça des zones d'extinction. Et donc ce phénomène est d'autant plus important que l'obstacle est petit, surtout pour la lumière. On verra après un petit exemple pour le son, par exemple. Donc ce phénomène est plus important. Quand est-ce qu'on voit qu'il est plus important? C'est quand on a une grande tâche centrale. Parce que si on avait une petite tâche centrale, ça voudrait dire que si elle est de plus en plus petite,
Ça voudrait dire que le laser passe normal en fait, et puis que finalement on a à peu près même ordre de grandeur que la largeur, que le diamètre du laser au départ. Or, plus θ est grand, plus ça veut dire que la diffraction est importante. Et pour que θ soit grand, il faut quoi? Il faut que, comme θ c'est lambda sur A, il faut que lambda soit grand ou que A soit petit. Donc soit il faut prendre une onde de grande longueur d'onde, soit il faut prendre un... A, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas mis ici, j'aurais dû le mettre, c'est la largeur de la fente. Donc il faut, il faut avoir une largeur de fente très petite, dans le cadre de la lumière en tout cas. Donc θ c'est l'écart angulaire, et on peut démontrer, on verra tout à l'heure, que θ est égal aussi à L sur 2D. Donc ça, ce sont deux choses que vous devez connaître, deux formules que vous devez connaître, surtout celle-ci. Celle-ci, elle est plus à démontrer qu'à connaître. Si vous savez la démontrer, c'est mieux. On verra justement tout à l'heure comment est-ce qu'on la démontre. Si maintenant, au lieu d'avoir une fente, donc une fente, je vous rappelle, c'est une ouverture qui est rectangulaire, mais avec une longueur qui est beaucoup plus grande que la largeur. Mais si maintenant on a un trou circulaire, dans ce cas-là, on ne va pas avoir θ est égal à lambda sur A, mais on va avoir 1,22 fois lambda sur A. Ça, c'est pas à connaître, mais on vous le donnera si on a besoin de... Vous avez des exercices parfois avec cette formule-là, parce que c'est un trou circulaire. Et dans ce cas-là, ne soyez pas étonné que ce ne soit pas lambda sur A, mais 1,22 fois lambda sur A. Donc c'est quoi la tâche d'Erie? C'est ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand on a une ouverture circulaire, au début du cours, je vous avais montré que ça fait une tâche plus grande au centre et lumineuse, suivie d'anneaux lumineux mais de moins en moins lumineux autour. Et entre chaque zone lumineuse, il y a une zone d'extinction. Il n'y a pas de lumière du tout. Donc là, c'est ce que j'ai ici. J'ai remis ça. Parfois, dans l'exercice, vous aurez une courbe de ce type-là. Cette courbe, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la luminosité. Ici, on a l'intensité relative en ordonnée, donc c'est la luminosité. Donc vous voyez que plus vous êtes au centre, plus c'est lumineux, et plus vous allez vers les côtés, vers les bords, moins c'est lumineux. Et ici, par exemple, c'est pas lumineux du tout, c'est sombre. Là, c'est un peu plus lumineux. Là, pas lumineux. Un peu moins lumineux que tout à l'heure, mais plus que ce qui est sombre. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est le gros pic qui est ici, c'est la tache lumineuse centrale. C'est la plus lumineuse. Ensuite, ici, à 1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des deux côtés là, à 1 et à -1, vous avez les zones d'extinction. Il n'y a pas du tout de lumière. Donc vous êtes vraiment à 0 au niveau de l'intensité relative. Donc il n'y a pas de lumière ici. Ensuite, il y a des petits pics, d'autres petits pics. Donc c'est ce que vous avez ici, sur cet anneau-là. Donc c'est à la fois à gauche et à droite. Et ensuite, encore une zone d'extinction, c'est ce qu'on a ici et ici. Et ensuite, encore une petite zone ici, un petit anneau, où c'est lumineux, mais de moins en moins lumineux. C'est pour ça que vous avez des pics de moins en moins grands. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. La tache centrale, c'est ce pic-là. Le premier anneau, ce sont ces deux pics-là. Et le troisième anneau, ce sont ces pics-là. Ensuite, il y a les quatrièmes anneaux, etc. Donc, sur ce type de courbe, dans les exercices, on peut vous demander quelle est la largeur de la tâche de diffraction. J'aurais pu vous montrer plutôt bon, peu importe, c'est pas forcément sur un trou circulaire, j'aurais pu vous montrer ça sur, je reviens en arrière, ce serait exactement la même chose, hein, sur cette image-là. Donc là, on a une tâche centrale, un grand pic, après une zone d'extinction, ensuite une petite tâche avec, ici on ne le voit pas très bien, mais bon, une luminosité moins grande, etc., etc. Donc on a exactement la même courbe. Donc la courbe, c'est à peu près la même. Donc la tâche centrale, quelle est sa largeur? Quelle est sa largeur? Donc tout ça, ben, c'est la largeur qu'on a ici. Et comme vous avez... Attendez 2 minutes, voilà, c'est là, c'est ce que vous avez ici, entre là et là. Donc
comment on prend la tâche centrale? Il faut aller au centre des deux extinctions qui l'englobent. Donc c'est entre là et là. Donc entre moins 1 et 1, on a combien? On a 2. Comment on fait? On fait 1 moins moins 1. Donc 1 moins ça, moins 1, pour trouver la largeur de la tâche centrale. Ça fait 2. Mais 2 quoi? 2 cm, 2 mètres, de quoi? On ne sait pas. L'unité, c'est lambda fois d sur A. Donc là, en fait, ils sont un peu pris la tête. Vous n'aurez pas ça en exercice, hein, vous aurez des millimètres ou des centimètres, ou peu importe. Mais ici, c'est pour vous montrer que comme l'unité, c'est lambda fois d sur A, donc ça veut dire que c'est 2 lambda fois d sur A. Donc la largeur d'une tâche de diffraction, c'est toujours 2 lambda fois d sur A. Mais on va le démontrer tout à l'heure. Donc on le démontre en même temps que, que la formule qu'on devait démontrer avant aussi. Donc l'écart angulaire θ, comment est-ce qu'on le démontre ici? Donc on a le triangle jaune, et en trigonométrie, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tangente θ, c'est quoi tangente θ? Je vous rappelle que c'est opposé sur adjacent. Le côté opposé, c'est ça, donc c'est la moitié de la tâche de diffraction, donc c'est L sur 2, et le côté adjacent, c'est celui-ci. Je vous rappelle que opposé, c'est opposé à l'angle, et adjacent, c'est celui qui est collé à l'angle, mais sans être l'hypoténuse. Donc c'est L sur 2 divisé par cette longueur-là, qui est la longueur entre la fente et l'écran, qui est D. Donc L sur 2 sur D. Et je vous rappelle que divisé par un nombre, ici on divise par D, revient à multiplier par son inverse, donc ça fait L sur 2 fois 1 sur D. Donc ça fait L sur 2D. Ensuite, on reverra tout à l'heure qu'est-ce que l'approximation des petits angles. Donc quand on a un petit angle, moins de 10 degrés on va dire, quand on a un petit angle, on peut dire que tangente θ et θ, c'est à peu près la même chose. Essayez de faire ça sur votre calculatrice, vous allez voir que si vous faites tangente de 5, vous allez trouver 5. Ça, c'est en degrés, mais il vaut mieux le faire en radians en fait. Donc faites d'abord la conversion en radians, et vous allez trouver que vous trouverez à peu près la même chose. Donc finalement, au lieu de mettre tangente θ égale à L sur 2D, on peut mettre directement θ est à peu près égal à L sur 2D. J'ai pas mis à peu près égal parce que c'est très très proche. Or, on sait aussi que θ est égal à lambda sur A. Ça, c'est la formule que vous devez connaître. Donc, comme θ c'est égal à lambda sur A et que θ c'est aussi égal à L sur 2D, donc on a ça qui est égal à ça. C'est ce que je mets ici. Et finalement, on peut dire que la largeur de la tâche centrale, c'est quoi? C'est le 2D, je vais le faire monter là-haut, ça fait 2 fois lambda fois D divisé par A. Donc ça, c'est la largeur de la tâche centrale. Donc on peut la calculer. Si vous connaissez toutes les données de votre problème, si vous connaissez la longueur d'onde du laser, de la lumière émise par le laser, si vous connaissez la distance entre la fente et l'écran, et si vous connaissez A, donc la largeur de la fente, qui est ici, vous êtes en mesure de connaître la largeur de la tâche centrale. Donc vous savez quelle sera cette largeur-là. Maintenant, on fait parfois le chemin inverse. En TP, en général, ce qu'on fait, c'est le contraire. On ne connaît pas, par exemple, la longueur d'onde de cette lumière-là. Donc, on va faire le chemin inverse. On fait tout ce schéma, tout ce montage. On mesure la largeur de la tâche de diffraction. Et en retournant cette formule, on trouve lambda est égal à L fois A sur 2D. Et comme on connaît tout ça, on peut déterminer la longueur d'onde de la lumière émise. Ou on peut aussi, troisième chose, on fait la même chose, sauf que si on veut par exemple connaître la taille, le diamètre d'un fil de pêche, le diamètre d'un cheveu, ben ici on va mettre un cheveu par exemple, à la place de la fente, on met un cheveu, et comme on a cette formule-là, nous ce qu'on veut connaître c'est le A, le diamètre du cheveu, donc on va retourner la formule, donc A est égal à 2 fois lambda fois D sur L, donc il nous faut lambda, donc il faut avoir un laser dont on connaît la longueur d'onde, il faut avoir D, donc il faut positionner à une certaine distance précise l'écran par rapport à la fente, et il faut connaître L. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le montage, il faut mesurer précisément la tâche L. Pour la mesurer précisément, le mieux c'est d'avoir une grande tâche de diffraction, tâche centrale. Et pour avoir une tâche centrale, justement, il faut jouer sur plusieurs choses.
Il faut jouer sur lambda, sur D et sur A. On va voir ça tout à l'heure. Et justement, on va le voir maintenant. Comme la largeur de la tâche centrale, c'est 2 fois lambda fois D sur A, donc pour avoir une tâche centrale qui soit assez grande pour être mesurée de façon précise, parce que si vous mesurez avec un double décimètre une tâche centrale de 2 mm, c'est compliqué. Vous aurez une grande incertitude. Alors que si vous mesurez une tâche centrale de 5 cm, là, votre incertitude diminue. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que L est proportionnel à lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir L qui soit grand, une grande tâche centrale, il faut que lambda soit grand. Donc ça veut dire, si on veut avoir de la lumière visible, quelle est la longueur d'onde la plus grande dans la lumière visible? C'est le rouge. Donc à peu près 750 nanomètres, 650, 750 nanomètres. Donc on va prendre un laser rouge plutôt. Parce que si on prend un laser bleu, on aura une petite tache centrale. Ensuite, comme L et D sont proportionnels aussi, D c'est au numérateur comme lambda, donc c'est proportionnel à L. Donc si on veut avoir une grande tache centrale, il faut avoir une grande distance entre l'écran et la fente. Donc ne pas hésiter à séparer au maximum les deux. Donc en TP, faites en sorte d'avoir l'écran le plus loin possible de la fente pour avoir une grande tache centrale. Parce que si vous mettez trop proche de la fente, vous aurez une toute petite tache centrale et quand vous allez la mesurer, vous allez avoir une grande incertitude. Et ensuite, L est inversement proportionnel à A, parce que A est au dénominateur. Donc ça veut dire que si on va avoir une grande tache centrale, il faut avoir un petit A, donc une petite fente ici. Donc la largeur de fente doit être petite, on doit avoir une fente très fine. Si on a une grande fente, on aura une toute petite tache de diffraction, donc on se verra à peine, même pas. Donc c'est comme si il n'y a pas de diffraction en fait. Donc, voilà pour la diffraction, c'est un cours qui est assez simple. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. La houle, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous avez des vagues, les vagues sont parallèles entre elles, et vous avez justement une certaine longueur d'onde ici. Une autre longueur d'onde ici, c'est la même à chaque fois. Donc quand ça rencontre un obstacle ou une ouverture, ici c'est une ouverture, donc il y a des murs ici, on va dire qu'il y a des murs ici, et ici il y a une ouverture, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez que ça fait des arcs de cercle. Donc l'onde change de direction. C'est ce que vous avez ici. Donc ça, l'ouverture, c'est le A. C'est la largeur de l'ouverture. Et la longueur d'onde, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est ce que vous avez ici ou ici. Vous pouvez le mesurer n'importe où. Donc en tout cas, ça garde la même longueur d'onde. Donc la diffraction ne change pas la longueur d'onde de l'onde. Ensuite, dans le cadre, ça c'est une onde mécanique déjà. Maintenant, on va parler des ondes sonores. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez ici quelqu'un qui est en train de parler. Donc si c'était comme la lumière, si, on va dire, l'onde sonore se propageait de façon rectiligne, donc seules les personnes qui sont dans ce cône-là entendraient la personne. Or, vous savez, depuis toujours, depuis que vous êtes bébé, que s'il y a quelqu'un derrière la porte, vous pouvez l'entendre quand même. Non seulement parce qu'on va revenir au cours précédent, donc les ondes sonores traversent un mur, même s'il y a une atténuation. Mais imaginez que ce soit un sonorisé ici, qu'il n'y ait aucune onde sonore qui traverse ce mur. Donc comment est-ce que la personne qui est derrière peut entendre? Parce que cette onde-là, qui est émise par cette personne-là, elle va traverser une porte, mais il faut que cette porte soit de même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde sonore. Donc à vous de voir, vous pouvez calculer. Hein. Une onde sonore, vous pouvez la calculer, sachant que vous savez que les sons audibles, c'est entre 20 Hz et 20 000 Hz. Essayez de retrouver dans le cours que je vous ai donné précédemment quelle est la fréquence à peu près d'une personne qui parle. Je crois que c'était 50. Non, c'est n'importe quoi, ça c'était en décibels. 50 décibels à peu près. La fréquence, on va dire 400 Hz. Donc, dites-vous que quelqu'un qui parle, c'est à peu près 400 Hz, à peu près. Essayez de calculer la longueur d'onde
Donc, vous avez une formule entre la longueur d'onde et la fréquence. Et pour qu'il y ait diffraction, on avait dit que la longueur d'onde de l'onde doit être de même ordre de grandeur que l'obstacle ou que l'ouverture. Donc si une porte fait à peu près 80 cm, donc il faut que l'onde fasse quelques centimètres ou quelques mètres maximum, mais pas 2 km ou pas 1 millimètre. Donc dans ce cas-là, l'onde va changer de direction et lui pourra entendre. Troisième exemple, ici vous avez une antenne relais qui permet à ces maisons-là, en fait, qui sont tout autour, de capter la 4G par exemple. Comment ça fonctionne pour des personnes qui sont derrière cette colline? Si il n'y avait pas de diffraction, qu'est-ce qui se passerait? L'onde qui serait émise, ce serait seulement l'onde noire en fait. Donc il faudrait habiter sur un avion ici pour pouvoir capter la 4G. Or, comme cette montagne-là est de l'ordre de grandeur, donc sa distance là, de l'obstacle, est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde émise ici. Donc là, c'est peut-être moche ici, mais bon, c'est peut-être pas à l'échelle, mais bon. Dites-vous qu'une montagne, c'est quelques centaines de mètres, donc ça voudrait dire que la longueur d'onde de l'antenne relais, c'est quelques centaines de mètres aussi. Essayez de faire le calcul, trouvez ça quelque part sur Internet, vous le trouverez facilement, en longueur d'onde ou fréquence d'une antenne relais, et vous allez trouver que c'est quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres. Et c'est à peu près la même taille, même ordre de grandeur qu'une montagne. Donc, au sommet de la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Une diffraction. Donc, changement de direction. Donc, finalement, eux, ils vont quand même capter. Donc, la diffraction, ça marche pour tout type d'onde. Les ondes mécaniques, ça, on l'a vu tout à l'heure. Là aussi, c'est une belle image. Donc, ici, vous voyez que vous avez des vagues. Donc, ça, c'est assez plan. Hein. Alors que là, vous voyez bien qu'il y a des algues de cercle. Pourquoi? Parce que ça a traversé une ouverture. C'est deux petites îles ici. Donc, ça crée une diffraction. Pareil ici. Maintenant, pour une lumière monochromatique. Ici, si vous avez une ouverture carrée, la tâche centrale va être carrée. Et donc, vous aurez ici et ici, mais aussi de chaque côté de façon verticale, des taches lumineuses séparées par des extinctions, mais de moins en moins lumineux ici. Si maintenant vous avez une ouverture rectangulaire, vous aurez une tache centrale rectangulaire, avec un petit peu comme ici. Maintenant, ce qu'on va voir de façon plus générale, nous, ce sont des fentes. Donc des fentes, c'est à peu près un rectangle, comme on a vu ici, sauf que c'est un rectangle avec une largeur très fine, alors que la longueur est plus grande. Donc, là, vous aurez des choses de ce type-là. Et c'est ce que vous verrez en cours, en TP. Ici, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que plus A diminuait, donc la largeur de la fente diminuait, donc plus vous avez une fente fine, plus la tâche centrale est grande. C'est ce que vous avez ici. Donc là, en fait, c'est la même lumière, hein, mais qui traverse différentes fentes. Là, c'est une fente assez large, un peu moins large, un peu moins large, et encore moins large. Donc là, plus c'est fin, plus vous avez une grande tâche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si on a une ouverture circulaire, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, vous avez une tâche centrale circulaire. Dernière chose à savoir, c'est que si vous avez une fente qui est horizontale, vous aurez une tâche centrale qui est verticale. Et donc, si vous avez une fente verticale, vous aurez une tâche centrale horizontale. D'accord? Ça s'inverse. Donc, faites bien attention à ça. Je vous conseille de tourner la fente pour vous rendre compte de ça en TP. Et dernière petite chose, avant de voir l'aspect mathématique. Maintenant, si on a une lumière blanche, une lumière polychromatique, une lumière blanche, c'est une lumière polychromatique. C'est comme si c'était une lumière qui était une superposition de toutes les couleurs du spectre électromagnétique. On va dire de l'arc-en-ciel, par exemple. Donc, imaginez que la lumière blanche, ce soit simplement du bleu,
vert, rouge. Normalement, c'est beaucoup plus que ça, mais imaginez que ce soit juste bleu, vert, rouge. Donc, on avait dit quoi? On avait dit que la largeur de la tâche centrale était proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, vu que la longueur d'onde du bleu est plus petite que la longueur d'onde du vert, qui est elle-même plus petite que la longueur d'onde du rouge, donc bleu, c'est à peu près 450 nanomètres, vert à peu près 550, et rouge à peu près 650. Donc ça veut dire que la tâche de diffraction du bleu, elle sera plus courte que les deux autres. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Au centre, on va avoir toutes les trois lumières qui sont au maximum de leur intensité. Donc on aura une lumière blanche ici. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Extinction du bleu. Par contre, on aura du vert et du rouge. Et vert et rouge, ça donne quoi? Du jaune. Donc, normalement, on voit une bande jaune ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Et quand il y a extinction du vert, qu'est-ce qu'on a? On a du rouge et du bleu. Rouge et bleu, c'est quoi? C'est magenta, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que vous avez une sorte d'arc-en-ciel ici, qui n'est pas vraiment un arc-en-ciel. Quelques petits rappels mathématiques pour vous aider à comprendre ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça va vous aider à comprendre aussi les interférences. Donc, si on a un triangle rectangle ici, on va revoir tout ce qui est sinus, cosinus, tangente. Donc le côté le plus long, le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Ensuite, quand vous avez cet angle-là, θ, vous pouvez vous dire que, une fois que vous avez placé l'hypoténuse, l'autre côté qui est collé à l'angle θ, c'est l'angle qu'on appelle l'angle adjacent à l'angle θ. Donc c'est le côté adjacent. Je dis angle adjacent, non, côté adjacent à l'angle θ. Donc c'est celui qui porte l'angle θ avec l'hypoténuse. Et le troisième côté, on l'appelle côté opposé. Pourquoi? Parce que c'est le côté opposé à l'angle θ. L'angle θ est là et opposé à lui. C'est comme si que lui, vous avez une table rectangulaire, donc lui est au coin de la table, et à son opposé, à l'opposé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre personne qui s'appelle le côté opposé. Donc le cosinus, je vous rappelle que c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ça, c'est vraiment à apprendre par cœur. Parce qu'on va en avoir besoin dans la diffraction, on va en avoir besoin dans les interférences, on va en avoir besoin pour la mécanique. La mécanique, c'est un gros pavé. Donc on en aura besoin beaucoup, beaucoup. Donc vraiment, apprenez ça tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Si vous le connaissez déjà, tant mieux. Et autre chose à savoir, donc tangente θ, c'est quoi? C'est C sur B. C'est ce qu'on a dit ici, C sur B. Mais si on veut faire apparaître A aussi, donc je multiplie par A en haut et en bas, ça revient même, ça fait 1 en fait. Donc je peux le simplifier après. Mais si je change la disposition de tout ça, donc je fais, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire C sur A fois A sur B. Et A sur B, c'est quoi? C'est l'inverse de cosinus θ. Donc c'est 1 sur cosinus θ. Donc finalement, tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. Ça, on en aura besoin un peu plus tard. Donc gardez-le en tête. Tangente, c'est aussi sinus sur cosinus. Après, une autre chose dont vous aurez besoin et qui peut être utile en maths pour ceux qui font maths parmi vous. Donc, un cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est un cercle dont le rayon est égal à 1. Donc, le rayon, ça fait 1. On peut dire 1 mètre, 1 centimètre, 1 millimètre, peu importe. En tout cas, c'est 1. Donc ça, c'est 1, ça, c'est 1, ça, c'est 1, etc. Donc, l'axe des abscisses, c'est les sinus. L'axe des ordonnées, n'importe quoi. L'axe des ordonnées, c'est le sinus. L'axe des abscisses, c'est le cosinus. Et ensuite, on a un autre axe qui est parallèle à l'axe des sinus et qui commence avec un abscisse de 1, donc pile poil là où se termine le cercle, c'est tangente. Et ça va vous permettre de savoir les valeurs des cosinus et des sinus, et des tangentes aussi. Donc là, on a 0. Ici, on a 0 degré. Donc ça veut dire que si vous êtes là, vous êtes à 0 degré. Si vous êtes là, vous êtes à pi sur 6, donc c'est 30 degrés. Ici, vous êtes à pi sur 4, c'est 45 degrés. Ici, vous êtes à pi sur 3, c'est 60 degrés. Et au-dessus,
là, vous êtes à pi sur 2, c'est 90 degrés. Ça veut dire que l'angle, c'est quoi en fait? C'est entre là et ce que je vous mets à chaque fois. Donc tout ça, c'est 30 degrés. Tout ça, c'est 45 degrés. Entre là et là, c'est 60 degrés. Et entre là et là, vous savez que c'est 90 degrés, c'est un angle droit. Donc comment connaître le cosinus de 30 degrés, le cosinus de 60 degrés, etc. C'est facile, c'est toujours la même formule. C'est racine de quelque chose sur 2. Racine de quelque chose sur 2, racine de quelque chose sur 2, racine de quelque chose sur 2. Et ce quelque chose, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, le 0, ça aurait pu être aussi racine de 0 sur 2. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que le cosinus de 90 degrés, c'est racine de 0 sur 2, donc c'est 0. Le cosinus de pi sur 3, donc de 60 degrés, c'est quoi? C'est racine de 1 sur 2. Racine de 1, c'est 1. Donc ça fait 1 demi en fait. Cosinus de pi sur cosinus de 60 degrés. Cosinus de pi sur 4, donc de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et cosinus de 0 degré, c'est racine de 4 sur 2. Racine de 4, c'est 2. Donc 2 sur 2, ça fait 1. Donc là, c'est 1. Et vous le savez déjà que c'est 1 parce que vous savez que c'est un cercle de longueur de rayon 1. Ensuite, les sinus maintenant, c'est exactement pareil. Racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2. Racine de 4 sur 2, c'est 1. Donc je vous rappelle que pi radian, c'est 180 degrés. Donc si vous voulez connaître pi sur 3, vous faites 180 sur 3. Donc ça fait 60 degrés. Et ensuite, de chaque côté, on fait la même chose. On fait exactement pareil partout. Donc là, on aura des moins à la place. Donc là, c'est 1, racine de 1 sur 2. Là, ça va être moins racine de 1 sur 2. Donc il y a des moins à chaque fois, ici et ici. Mais sinon, c'est dans tout le cercle, vous retrouvez la même chose. Donc là, je vous ai parlé des sinus et des cosinus. Maintenant, tangente, comment on fait? Eh bien, en fait, vous prolongez ce point-là, cette droite-là, jusqu'à cet axe-là, et vous trouvez à quoi ça correspond. Par exemple, cosinus de pi sur 4, on se rend compte de quoi? Ça s'arrête pile poil où s'arrête le cercle. Donc comme on sait que cette longueur c'est 1, donc on sait ici que là c'est 1 aussi. Donc on sait que tangente de pi sur 4, c'est 1. Et est-ce qu'on peut le retrouver ici? Sinus de θ, donc sinus de pi sur 4 c'est combien? Racine de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 4, c'est donc racine de 2 sur 2 ici. Cosinus c'est racine de 2 sur 2 aussi. Donc racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, ça fait 1. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc tangente, c'est ce que vous avez ici. En fait, vous prolongez. Donc ce qui veut dire que les sinus et les cosinus, vous ne pouvez jamais avoir quelque chose de plus grand que 1 ou de plus petit que moins 1, c'est compris entre 1 et moins 1. Par contre, les tangentes, par exemple pour le pi sur 3, si on prolonge ici, ça peut être supérieur à 1. Donc faites attention à ça. Autre chose qu'on peut voir, l'approximation des petits angles, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc on a un cercle trigonométrique, comme tout à l'heure, on a un angle θ, et on a cet arc de cercle ici. Donc cet arc de cercle, sa longueur, elle est égale à L. On va l'appeler L. Et cette longueur, elle est aussi égale à θ. Pourquoi? Parce que un arc de cercle, ça je vous le dis parce que je ne sais pas si vous le saviez, la longueur d'un arc de cercle, c'est θ fois le rayon du cercle. Donc un arc de cercle, cette longueur-là, c'est égal à R fois θ. Comme R est égal à 1, ça fait 1 fois θ, donc ça fait θ. Donc finalement, cette longueur-là, c'est la même longueur que θ. Par contre, faites attention, ce θ, c'est en radian, c'est pas en degrés. C'est quoi maintenant cette bande, ce segment rouge? Donc ce segment rouge, c'est cosinus θ. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout ce qui est horizontal, c'est cosinus. Tout ce qui est vertical, c'est sinus. Donc, qu'est-ce que cette bande, ce segment vert? Ça va être sinus θ. Et la tangente, elle est où? J'aurais pu mettre cosinus ici aussi, hein, comme je vous ai mis tout à l'heure. Donc ça et ça, c'est pareil. Comme pareil ici, ce sinus-là ou ici, c'est pareil. Et maintenant, la tangente, ça va être quoi? Ça va être ça. Donc on prolonge jusqu'à l'axe des tangentes et on a ça. Donc finalement, si on avait pris un angle plus petit, imaginez qu'on ait pris un angle de 1 degré. Donc au lieu d'avoir ici 30 degrés à peu près, je pense que j'ai à peu près pris 30 degrés, donc j'ai un angle 30 fois plus petit, donc il va être très proche de l'axe des abscisses. Il va pratiquement être collé à l'axe des abscisses. Donc on se rend compte de quoi? Le segment rouge, donc il est là,
Donc si l'angle était ici, donc en fait le segment rouge il serait là aussi. Donc il serait pratiquement égal à 1 en fait. Donc on peut dire que cos θ est à peu près égal à 1 pour un angle petit. Maintenant, la longueur bleue et vert, qu'est-ce qu'on peut dire? Si l'angle était tout petit ici, donc j'aurais sinus θ ici et tangente θ de l'autre côté. Mais il serait légèrement plus grand tangente θ, comme ici, parce qu'en fait on prolonge. Mais là, comme on a un petit angle, on prolonge de très peu en fait, pour les petits angles. Donc ce qui veut dire que sinus θ et tangente θ, c'est à peu près la même chose. Et c'est à peu près la même chose que θ lui-même, parce que c'est compris entre les deux. Donc sinus θ est égal à tangente θ est égal à θ, à peu près. Donc ça, c'est l'approximation des petits angles. Donc l'approximation des petits angles vous dit que cosinus θ, c'est à peu près égal à 1, sinus θ, c'est à peu près égal à θ, et tangente θ est à peu près égal à θ, pour des angles petits. On ne vous dit jamais à peu près c'est quoi petit, mais c'est à peu près plus petit que 10 degrés, on va dire. Donc voilà pour l'approximation des petits angles. Attention, les angles doivent être en radians, je vous l'ai déjà expliqué. Et on a fini, je ne pensais pas qu'on avait fini. Donc vous avez l'essentiel ici, et vous avez les idées grand orales ici. Donc pour la diffraction, c'est terminé. Il nous reste à voir ensuite les interférences, on verra ça un peu plus tard. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas de faire le QCM.